Après plus de 60 ans d'épreuves de sacrifice et d'engagement inébranlable envers la vie sur la frontière gelée de l'Alaska, Hatz Kilcher a pris une décision qui menace maintenant de briser tout ce que sa famille a passé des générations à construire. Ce qui a commencé comme une annonce silencieuse presque retenue à la table du dîner n'est pas resté silencieux longtemps. Cela s'est répandu dans la pièce comme une onde de choc à combustion lente se transformant en la crise la plus grave à laquelle la famille Kilcher ait jamais été confrontée. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord ou d'une conversation difficile. Ce moment a mis tout leur héritage en péril, les obligeant à faire un choix qui pourrait soit redéfinir leur avenir, soit mettre un terme à tout ce qui a précédé. Et alors que le poids de cette décision se faisait sentir, une chose est devenue douloureusement claire, le temps n'était plus de leur côté. Dehors, le vent de février déchire la ferme avec une force presque symbolique, comme si la terre elle-même comprenait ce qui se passe à l'intérieur de la cabane. C'est l'une des rares nuits où toute la famille Kilcher s'est réunie un moment qui devrait normalement être rempli de chaleur, d'histoires partagées et du confort tranquille de la familiarité. Mais cette nuit-là porte une énergie différente, quelque chose de tendu et de tacite qui persiste dans l'air. Hatz était assis à la tête de la longue table en bois, la posture ferme, les mains usées croisées devant lui. À 77 ans, il avait enduré des décennies d'hivers brutaux, élevé ses enfants dans des conditions qui exigeaient une résistance de tous les instants, et perpétué la vision que son père Yul Kilcher avait gravée pour la première fois dans la nature. Pourtant, quelque chose dans son expression montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Il y avait une finalité dans ses yeux, une détermination tranquille qui indiquait que le changement était à venir, que l'on soit prêt ou non à l'accepter. La pièce était remplie, mais le sentiment habituel de proximité semblait distant. Shane et Hatz Lee étaient assises avec leurs épouses, leur attention fixée sur l'homme en bout de table. Otto et sa famille occupaient l'autre côté, leur présence régulière mais vigilante. Même les petits-enfants trop jeunes pour comprendre pleinement les détails semblaient sentir que quelque chose était différent. Le feu crépitant projetait des ombres changeantes sur les murs de rondins, mais sa chaleur ne faisait pas grand-chose pour apaiser la tension qui s'était installée dans tous les coins de la pièce. Il regarda lentement autour de lui, rencontrant chaque visage, observant les gens qui représentaient non seulement sa famille, mais aussi des générations de lutte de survie et une croyance commune en la vie en dehors des limites de la société moderne. Lorsqu'il a commencé à parler, sa voix était calme, mesurée, mais lourde de sens. Il a révélé qu'il avait eu des discussions sérieuses avec des partis extérieurs au sujet d'une proposition qui pourrait changer fondamentalement l'avenir de la propriété des Kilcher. Il a parlé d'opportunités de sécurité financière, de réalités qui ne pouvaient plus être ignorées après des décennies de résistance à un monde en pleine mutation. Au début, la confusion régnait comme si les mots n'avaient pas encore été prononcés. Puis le changement s'est opéré. Les visages se sont crispés, les yeux se sont écarquillés. La prise de conscience s'est faite lentement mais indubitablement. Il ne s'agissait pas d'une idée hypothétique, mais bien de quelque chose de réel, de quelque chose qui était déjà en marche. Hatz Lee réagit le premier, repoussant la table avec une force telle que sa chaise racla bruyamment le sol, le son tranchant, le silence, comme une fissure dans les fondations de tout ce qu'ils avaient cru. Le regard dans ses yeux n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus proche de la trahison. La mâchoire de Shane se resserra lorsqu'il comprit ce que son père proposait, son expression oscillant entre l'incrédulité et la frustration. Otto resta immobile de manière presque déconcertante, mais son silence avait son propre poids plus lourd que n'importe quel argument. Ce moment n'était pas seulement une question de terre, ni simplement une question d'argent ou de survie. Il touchait au cœur même de ce qu'étaient les Kilcher, de ce qu'ils représentaient, et de la question de savoir si les sacrifices des 3 dernières générations avaient encore un sens. Le chemin suggéré par Hatz représentait quelque chose que la famille n'avait jamais vraiment envisagé auparavant, une bifurcation qui remettait en question tout ce que Yul Kilcher avait construit lorsqu'il avait colonisé cette terre dans les 1940. Et à ce moment-là, avec le vent qui hurlait à l'extérieur et la famille figée dans un silence stupéfait, il est devenu évident que c'était leur plus grande épreuve. La question n'était plus de survivre aux conditions difficiles de l'Alaska, mais de savoir si la famille elle-même pouvait résister à ce qui allait suivre. Pour comprendre tout le poids de la décision d'Hatz, il faut comprendre l'héritage qu'il porte. Le domaine Kilcher n'est pas seulement une terre. C'est un témoignage vivant de la vision de Yul Kilcher, un immigrant suisse qui a fui la montée du fascisme en Europe
et est venu en Alaska à la recherche d'une indépendance totale. Lorsque Yule et sa femme Ruth sont arrivés à 1940 et à un virgule, ils n'avaient presque rien si ce n'est de la détermination et la conviction d'un mode de vie différent. Ils ont construit leur vie à partir de rien, apprenant à survivre dans des conditions qui auraient brisé la plupart des gens, chassant et pêchant pour chaque repas et transformant peu à peu une nature sauvage en un domaine fonctionnel. Hatz a grandi dans ce monde en tant que fils aîné, absorbant la philosophie de son père non seulement comme un enseignement, mais aussi comme une identité. Il a appris à chasser avant de comprendre l'éducation formelle. Il pouvait dépecer un élan avant de s'asseoir au volant d'une voiture. Il a développé une compréhension instinctive de l'équilibre entre les humains et la nature, bien avant que de telles idées ne soient largement débattues. Yule n'était pas seulement un parent pour lui, il était un guide, un exemple vivant qu'il était possible de rejeter les systèmes de la société moderne et de continuer à prospérer. Mais cette vision s'accompagnait de lourdes attentes. Yule pensait que ses enfants poursuivraient la vie qu'il avait construite, résisteraient à l'attrait de la commodité et protégeraient les traditions qu'il avait instaurées. Pour Hatz, cela s'est traduit par une vie marquée à la fois par la fierté et la pression. Il a passé des décennies à essayer d'honorer l'héritage de son père tout en naviguant dans un monde qui refusait de rester immobile. L'Alaska lui-même a commencé à changer autour de lui. Le paysage autrefois isolé est devenu plus accessible. Homer, la ville la plus proche, est passé d'un paisible village de pêcheurs à une destination remplie de visiteurs à la recherche de leur propre version de la vie à la frontière. La valeur des propriétés a augmenté, les réglementations se sont multipliées. Ce qui avait été une vie définie par l'autosuffisance s'est retrouvé empêtré dans des permis des taxes et des systèmes juridiques que Yule n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, à 77 ans, Hatz se trouve à un carrefour façonné par le temps autant que par les circonstances. Son corps, bien qu'encore solide, porte les marques d'une vie passée dans des conditions impitoyables. Des blessures qui auraient mis fin à la carrière d'autres hommes sont devenues partie intégrante de son histoire. Les hivers, qui ont mis la survie à l'épreuve, sont devenus des souvenirs qu'il a conservés. Mais même la plus grande endurance ne peut arrêter le temps. Et avec cette prise de conscience est venue une question qu'il ne peut plus ignorer. Qu'adviendra-t-il de cet endroit lorsque sa génération aura disparu? Il est devenu impossible d'ignorer la réalité financière de l'entretien d'une propriété de 600 acres en Alaska. Le matériel s'use et doit être remplacé. Les bâtiments nécessitent des réparations constantes. Le carburant, les fournitures et les produits de première nécessité coûtent de plus en plus cher chaque année. Et puis, il y a les impôts fonciers, une ironie qui touche profondément une famille construite sur le principe de l'indépendance. La terre qui était censée les libérer de la dépendance financière exige maintenant un niveau d'engagement financier qui ne peut pas être maintenu par la seule tradition. Hatz a vu ses enfants lutter contre ces mêmes pressions, équilibrant les idéaux avec lesquels ils ont été élevés et les réalités auxquelles ils ne peuvent échapper. Il a vu le poids de la responsabilité passer de génération en génération, chacun le portant dans un monde qui semble très différent de celui dans lequel Yule est entré pour la première fois. Et maintenant, à cet instant, il est forcé de faire face à une vérité qui semble presque impensable. Que préserver l'héritage exactement comme il était n'est peut-être plus possible, et que protéger l'avenir de sa famille pourrait nécessiter de renoncer à ce qui les a autrefois définis. Hatsley et Shane ont construit leur propre vie sur la propriété élevant leur famille dans la même tradition que celle dont ils ont hérité, mais il a également vu les défis auxquels ils étaient confrontés, le jonglage constant entre le travail sur la propriété et la nécessité de générer des revenus, la difficulté d'entretenir des bâtiments et des équipements vieillissants et la complexité croissante du simple fait d'exister dans cet endroit. L'émission de télévision qui documentait leur vie leur procurait un revenu, mais elle mettait également en évidence le fossé grandissant entre la vision romantique de la vie à la ferme et les dures réalités quotidiennes. Hatz savait alors même qu'il étudiait la proposition que ce type de réflexion pratique serait perçu comme une trahison par ceux qui avaient une vision plus pure de ce que devrait être le homestead, des fondations brisées. Les jours qui ont suivi l'annonce d'Hatz, on a eu l'impression de voir la glace se fissurer sous nos pieds, ce moment terrifiant où l'on réalise que la surface en laquelle on avait confiance est sur le point de céder. La famille a quitté la cabane principale cette nuit-là, dans un silence stupéfait, mais le silence n'a pas duré. Le lendemain matin, la propriété était animée par des discussions enflammées, des appels téléphoniques urgents et le genre de tension qui peut transformer des membres d'une famille proche en étrangers.
Hatsley faisait les 100 pas dans sa propre cabane, l'esprit en ébullition. De tous les petits-enfants d'Ewell Hatsley, était peut-être celui qui avait le mieux adopté le mode de vie de la ferme. Il avait survécu à une chute presque fatale, qu'il avait laissée avec des blessures qui auraient poussé la plupart des gens à mener une vie plus facile. Mais il s'était battu pour revenir à la terre. Son engagement n'était pas seulement philosophique, il était physique, inscrit dans les cicatrices, les callosités et la position déterminée de sa mâchoire. L'idée que son père puisse ne serait-ce qu'envisager de compromettre la propriété a été ressentie comme une trahison personnelle, une suggestion que tous les sacrifices n'avaient eu aucun sens. Sa femme l'a regardé se débattre avec la nouvelle, comprenant qu'il s'agissait de bien plus que de terre ou d'argent. C'était une question d'identité. Hatsley avait construit tout son sentiment d'identité en étant un Kilcher, en préservant les traditions qui remontaient de son père jusqu'à son grand-père. Si ces traditions étaient négociables, si elles pouvaient être échangées contre la sécurité financière ou la commodité, alors qu'est-ce que cela disait de la vie qu'il avait choisie? Qu'est-ce que cela disait de l'accident auquel il avait survécu, de la douleur qu'il avait endurée, du confort moderne qu'il avait rejeté? La réaction de Shane était différente, mais tout aussi intense. En tant que fils aîné d'un père célèbre, Shane avait toujours ressenti la pression de se montrer digne du nom des Kilcher. Il avait construit sa propre partie de la propriété, élevé ses enfants ici, et leur avait appris à chasser, à pêcher et à survivre. Il était fier de transmettre les compétences que son père lui avait enseignées, de montrer à ses enfants qu'il existait une autre façon de vivre que les banlieues et les centres commerciaux. La décision d'Hatz donnait l'impression que son père tirait le tapis sous tous et autour de quoi Shane avait construit sa vie. Le côté pratique de l'esprit de Shane comprenait une partie du raisonnement de son père. Il connaissait les pressions financières, il les avait ressenties lui-même. Il savait que maintenir ce style de vie devenait plus difficile chaque année, que le fossé entre l'idéal romantique et la dure réalité ne cessait de se creuser. Mais reconnaître ces faits ressemblait à une reddition à l'aveu d'une défaite. La méthode Kilcher a toujours été de trouver des solutions par le travail et l'ingéniosité, et non de compromettre des principes fondamentaux pour des chemins plus faciles. La réaction d'Otto était peut-être la plus complexe. En tant que jeune frère d'Hatz, Otto avait sa propre relation avec l'héritage de leur père et sa propre vision de la ferme. Au fil des ans, Otto s'était montré plus adaptable qu'Hatz à certains égards, plus enclin à accepter certaines commodités modernes lorsqu'elles avaient des objectifs pratiques. Il avait fait de sa partie de la propriété une exploitation prospère, élevé sa famille ici et trouvé des moyens d'équilibrer la tradition et l'aspect pratique, mais même Otto se sentait profondément troublé par ce que proposait Hatz. Il y avait une différence entre les choix individuels sur la façon de gérer sa propre section et les décisions fondamentales sur l'avenir de la propriété dans son ensemble. Otto s'inquiétait de créer des précédents, d'ouvrir des portes qui ne pourraient jamais être refermées. Il s'inquiétait également de la dynamique familiale, de savoir s'il pourrait survivre à ce niveau de désaccord. Les Kilcher avaient traversé de nombreuses tempêtes ensemble, mais cela semblait différent parmi la jeune génération, les réactions variaient grandement. Certains ont vu une opportunité dans la pensée de leur grand-père, une chance d'assurer leur héritage, et peut-être de rester en contact avec la terre sans le fardeau écrasant de la pure subsistance. D'autres y ont vu une capitulation, une trahison de tout ce que représentait le homestead. Le fossé n'était pas simplement entre les jeunes et les vieux ou entre les progressistes et les traditionnels. Il traversait les générations et les relations de manière imprévisible. Les femmes de la famille se sont retrouvées dans des positions particulièrement difficiles. Ils avaient épousé le nom et le mode de vie des Kilcher s'était adapté à leurs exigences et avaient élevé leurs enfants dans des conditions que la plupart des parents modernes considéreraient comme impossibles. Ils avaient leurs propres investissements dans cet endroit, leurs propres sacrifices et triomphes. Et certains voyaient dans le pragmatisme d'Hatz une sagesse, une reconnaissance du fait que l'entêtement n'est pas synonyme de force. D'autres y voyaient un abandon, un manque de respect pour les choix qu'ils avaient faits et les vies qu'ils avaient construites. Au fur et à mesure que février se transformait en mars, les désaccords s'aggravaient. Les dîners de famille sont devenus des champs de bataille. Le travail qui aurait dû être collaboratif est devenu tendu et maladroit. Des personnes qui avaient travaillé côte à côte pendant des décennies ont soudain lutté pour se parler sans friction. La ferme construite sur le principe de l'unité familiale découvrait que l'unité est fragile et que même les fondations les plus solides peuvent se fissurer sous une pression suffisante, le prix de l'indépendance.
Ce à quoi il ne s'était pas totalement préparé, c'était la profondeur de la réaction émotionnelle, le sentiment brut de trahison émanant de ses propres enfants. Il les avait élevés pour qu'ils soient des penseurs indépendants qui remettaient en question les hypothèses et trouvaient leur propre voie. Maintenant que cette indépendance se retournait contre lui et que le poids en était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé, il se retrouvait à défendre sa position dans des conversations qui ressemblaient plus à des procès qu'à des discussions. Hatsley l'a confronté un matin froid dans la cabane principale exposant ses objections avec l'intensité passionnée qui lui rappelait lui-même à cet âge. Son fils a soutenu qu'accepter de l'argent de l'extérieur ou des partenariats même de la part de groupes de conservation signifiait renoncer au contrôle. Cela signifiait permettre à des gens qui ne comprenaient pas le homestead, qui n'avaient jamais vécu ici ou saigné ici, d'influencer son avenir. Hatz a écouté les arguments de son fils et a ressenti la frustration familière d'être incompris. Il a essayé d'expliquer que l'indépendance ne signifiait pas l'isolement, qu'accepter de l'aide ou former des partenariats ne signifiait pas renoncer à l'autonomie. Il a souligné que Yule lui-même n'avait pas été un puriste, qu'il avait accepté de l'aide quand c'était nécessaire et qu'il s'était adapté aux circonstances. Mais même s'il faisait ces remarques, Hatz voyait bien qu'elles n'aboutissaient pas. Le fossé entre son point de vue et celui de son fils était plus grand que la logique ne pouvait le combler. La conversation avec Shane a été tout aussi difficile, mais le ton était différent. Shane a abordé son père avec un mélange de colère et de blessure, voulant comprendre comment l'homme qui lui avait appris à ne jamais abandonner pouvait maintenant parler de compromis. Les questions de Shane étaient profondes parce qu'elles provenaient d'une véritable confusion plutôt que d'une pure opposition. Il a demandé à son père, quand la lutte était devenue trop difficile, à quel moment la vision avait changé, si toutes les histoires de persévérance et de détermination n'avaient été que cela, des histoires. Hatz a essayé d'aider Shane à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'abandonner, mais d'assurer la continuité. Il a expliqué que la propriété était réellement menacée, que les impôts fonciers pouvaient à eux seuls forcer la vente s'ils ne faisaient pas attention, et que sans planification, la famille pourrait tout perdre lorsque sa génération serait décédée. Il a soutenu qu'être responsable des générations futures signifiait faire des choix difficiles, maintenant même impopulaires, pour éviter des résultats pires plus tard. Mais Shane a entendu quelque chose d'autre dans les paroles de son père. Il a entendu le doute, une perte de foi dans leur capacité à maintenir la vision pure. Il a entendu son père suggérer qu'il n'était pas assez fort, pas assez capable de continuer comme Yule l'avait prévu. Et cela a fait plus mal que toutes les blessures physiques que Shane avait jamais subies sur la propriété. La confrontation avec Otto avait un poids différent, parce que c'était entre des frères qui avaient passé leur vie à coopérer et à rivaliser, à se soutenir et à se défier mutuellement. Otto n'a pas tant attaqué le raisonnement d'Hatz que remis en question son timing et son processus. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette offre particulière? Pourquoi n'a-t-il pas impliqué la famille plus profondément avant de présenter ce qui semblait être une affaire conclue? Ces questions ont forcé Hatz à affronter des vérités inconfortables sur son propre comportement. Il a dû admettre qu'une partie de lui avait évité les discussions familiales parce qu'il savait qu'il y aurait de l'opposition, parce qu'il voulait d'abord régler les détails, et parce qu'à un certain niveau, il se considérait toujours comme le patriarche dont les décisions devaient avoir un poids particulier. La prise de conscience qu'il avait été quelque peu autocratique dans son approche n'a pas rendu la situation plus facile. La charge émotionnelle de ces confrontations a commencé à se faire sentir. Il se surprend à être colérique avec des gens qui ne le méritent pas, à se retirer des interactions familiales qui lui apportaient de la joie. Le poids de la désapprobation de ses enfants pèse lourd sur ses épaules, plus lourd que les fardeaux physiques qu'il a portés pendant des décennies. Il y a des moments où Hatz se demande s'il ne devrait pas tout simplement laisser tomber, dire à tout le monde qu'il a changé d'avis et revenir au statu quo. Ce serait plus facile. Cela rétablirait la paix du moins temporairement, mais ensuite, il regarderait les réalités auxquelles la ferme est confrontée, ferait des calculs, penserait à ce qui se passerait dans 5 ou 10 ans et durcirait sa résolution. Être un parent signifie parfois prendre des décisions impopulaires. Être un leader signifie parfois rester seul. Mais il a aussi commencé à avoir des modèles dans l'opposition qui le troublaient. Certaines résistances provenaient d'un véritable engagement philosophique, mais d'autres semblaient enracinées dans la peur du changement lui-même, dans une idéalisation romantique du passé ou dans une incapacité à faire face aux dures vérités. Hatz aimait profondément sa famille, mais il reconnaissait aussi que des principes forts pouvaient parfois s'endurcir en une pensée rigide,
que l'attachement à la tradition pouvait devenir une résistance à l'évolution nécessaire. La question qui hantait Hatz dans les moments de calme était de savoir s'il était courageux ou stupide, visionnaire ou illusoire, responsable ou imprudent d'avoir passé toute sa vie à faire confiance à son jugement, à prendre des décisions difficiles et à en assumer les conséquences. Mais cette décision est différente car les conséquences iront bien au-delà de lui-même et façonneront la famille pendant des générations. Contrairement à la plupart des décisions concernant la propriété familiale où le bien et le mal sont clairs, celle-ci existe dans des nuances de gris qui refusent de s'éclaircir lorsque la tradition rencontre la transformation au fur et à mesure que le mois de mars avance et que le paysage de l'Alaska émerge lentement de l'emprise de l'hiver. Les disputes familiales sont passées de l'explosion à quelque chose de plus soutenu et de plus complexe. Le choc initial s'est dissipé et a été remplacé par le travail difficile consistant à s'attaquer à ce que la proposition d'Hatz signifiait vraiment. Cette phase a été d'une certaine manière plus difficile que celle qui a suivi immédiatement parce qu'elle a exigé de tous qu'ils dépassent l'émotion brute et qu'ils réfléchissent aux implications réelles qu'une série de réunions familiales structurées a été organisée cette fois avec plus de préparation et moins d'embuscades que l'annonce initiale d'Hatz. Ces réunions avaient lieu dans la cabane avec la famille élargie assise autour de la même table, où des générations de cultures avaient partagé des repas, fait des projets et réglé des différends. L'atmosphère était tendue, mais plus contrôlée, les gens faisant de réels efforts pour écouter même s'ils n'étaient pas d'accord. Hatz a présenté les détails de ce qu'il avait envisagé. La proposition impliquait un partenariat avec un fonds de conservation qui placerait de grandes parties du homestead sous une protection permanente contre le développement. En échange, la famille recevrait des fonds pour maintenir l'infrastructure, payer les impôts et assurer une stabilité financière à long terme. Certaines sections resteraient sous le contrôle direct de la famille, avec des droits d'utilisation traditionnels, tandis que d'autres zones seraient désignées comme des zones de conservation avec des restrictions sur les activités. Les réactions à ces spécificités étaient mitigées. Certains membres de la famille voyaient une réelle valeur dans la sécurité financière qu'elle offrait. Mais la vérité était que le fonctionnement de la ferme nécessitait de l'argent, et que cet argent devait venir de quelque part. L'émission de télévision fournissait un revenu. Mais, en termes de divertissement, il s'agissait déjà d'un compromis avec la société moderne. Au moins, le financement de la conservation s'alignerait sur les valeurs de la gestion des terres. Même si les conditions actuelles semblent raisonnables, qu'en est-il des interprétations futures des changements de réglementation ou des priorités changeantes des groupes de protection de la nature une fois que l'on a accepté un contrôle extérieur? Même en cas de contrôle partiel, vous créez des vulnérabilités qui n'existaient pas auparavant. Hatz a exprimé la position la plus pure avec une clarté féroce. Il a fait valoir que son grand-père n'avait pas fui l'Europe et s'était taillé un homestead dans la nature sauvage de l'Alaska uniquement pour que ses descendants puissent devenir dépendants des subventions de conservation et des organisations extérieures. L'essentiel étant l'indépendance, la capacité à se tenir debout et à n'avoir de compte à rendre à personne. Shane a abordé la question sous un angle différent en se concentrant sur la cohésion familiale et l'objectif commun. Il craignait que l'acceptation de partenariats extérieurs ne fragmente l'unité de la famille, que les différents membres n'aient pas le même degré d'implication dans le fonds de conservation, que certains l'adoptent tandis que d'autres lui en veulent, que la lutte commune qui avait uni la famille soit remplacée par des relations individuelles avec des organisations bureaucratiques, que le homestead cesse d'être un projet familial unifié et devienne quelque chose de plus compliqué et divisé. Les femmes sont intervenues avec des perspectives façonnées par leur position unique. Elles s'étaient adaptées à la vie dans le homestead. Certains ont vu dans le partenariat proposer un soulagement potentiel de la pression financière constante, un moyen d'assurer l'avenir de leurs enfants sans exiger d'eux qu'ils sacrifient tout pour la terre, tandis que d'autres se sont inquiétés de perdre l'autonomie qu'ils avaient acquise de haute lutte, de devenir dépendants d'organisations qui pourraient ne pas comprendre ou respecter la culture et les valeurs de l'exploitation familiale. Otto a présenté ce qu'il considérait comme une voie médiane. Il a suggéré que certaines parties de la propriété pourraient être associées à des groupes de conservation, tandis que d'autres parties resteraient entièrement sous le contrôle de la famille, ce qui apporterait un certain avantage financier, tout en préservant l'autonomie dans des domaines clés. Cela permettrait à la famille de tester le partenariat sans s'engager complètement. Si cela fonctionne bien, il pourrait être étendu. Si des problèmes surviennent, les dommages seraient limités. Cette proposition a suscité son propre débat. Certains y ont vu un sage compromis,
un moyen d'équilibrer des valeurs concurrentes et de réduire les risques d'autres, l'ont considéré comme le bord mince d'un coin. Au fil des discussions, certains membres de la famille ont vu leur position évoluer, plus ils en apprenaient sur les détails. Plus la question devenait complexe. Les certitudes simples cédaient la place à la reconnaissance de préoccupations concurrentes légitimes. Cette évolution de la pensée était saine à certains égards, mais elle rendait aussi plus difficile l'obtention d'un consensus. Le fantôme de votre culture plane sur chaque conversation, tout le monde invoque son nom, ses principes, sa vision. Mais Yule n'est plus là, incapable de peser sur des circonstances qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ses enfants et petits-enfants doivent interpréter son héritage, et ils l'interprètent de manière contradictoire. Certains pensent que Yule aurait rejeté tout partenariat extérieur comme étant contraire à ses valeurs fondamentales. D'autres pensent qu'il aurait été suffisamment pragmatique pour s'adapter à l'évolution des circonstances. La vérité est probablement plus nuancée que l'un ou l'autre point de vue, mais Yule n'était pas là pour clarifier la situation. Début avril, le point de non-retour a été atteint, et la famille Kilcher s'est trouvée à un carrefour qui exigeait une solution. Les organisations avec lesquelles il avait négocié perdaient patience, avertissant que l'opportunité ne resterait pas indéfiniment ouverte, que les conditions du marché pourraient changer, que leurs priorités de financement pourraient changer, que d'autres propriétés pourraient se disputer les mêmes ressources que si les Kilcher voulaient poursuivre dans cette voie. Le point de rupture a été atteint lors d'une réunion de famille à la mi-avril. Le printemps apparaissait enfin sur la propriété des parcelles de terre émergeant de la neige. Les jours rallongeaient sensiblement, mais le renouveau saisonnier contrastait fortement avec l'atmosphère à l'intérieur de la cabane principale, où la famille s'était réunie pour ce que tout le monde pressentait être la conversation décisive. Hatz a exposé la situation avec une honnêteté brutale. Il a reconnu les divisions au sein de la famille. Il a admis que sa gestion initiale avait été défectueuse, qu'il aurait dû impliquer tout le monde plus tôt. Mais il a également insisté sur le fait que les problèmes fondamentaux restaient valables, que la propriété était confrontée à de véritables défis financiers qui ne feraient que s'aggraver avec le temps que sans un plan, sans sécuriser les ressources et établir des partenariats. Maintenant, il risquait de tout perdre plus tard. Hatsley a répondu avec la même intensité. Il a reconnu les pressions financières, mais a soutenu que les accepter comme insurmontables était un échec de l'imagination et de la volonté. Les Kilchers ont toujours trouvé des moyens de résoudre les problèmes par le travail acharné et la créativité. Ils ont survécu à des hivers qui ont tué d'autres personnes, se sont remis d'accidents qui auraient dû être fatals, et ont maintenu un style de vie que le monde moderne jugeait impossible. Abandonnant cette lutte, maintenant acceptant qu'ils ne pouvaient pas continuer sans aide extérieure. Cela signifiait admettre la défaite. Cela signifiait déclarer que la vision de Yule n'était plus viable, que les sacrifices des générations précédentes n'avaient servi à rien. La pièce a éclaté en dispute qui se chevauchaient plusieurs membres de la famille, essayant de parler. En même temps, Shane a soutenu la position de son frère, insistant sur le fait que s'il devait compromettre l'indépendance de la propriété, il pourrait aussi bien la vendre entièrement. Otto a essayé de jouer les médiateurs, exhortant tout le monde à se calmer et à penser rationnellement plutôt que émotionnellement. Les épouses ont ajouté leur point de vue. Au milieu du chaos, l'une des plus jeunes membres de la famille a pris la parole. Sa voix tranchant, avec le bruit, elle a souligné que tout le monde parlait de la vision de Yule, de la décision d'Hatz et des principes de la famille. Le homestead n'était pas seulement un symbole, un héritage ou une déclaration philosophique. C'était 600 acres de nature sauvage en Alaska, abritant d'innombrables animaux et plantes, faisant partie d'un écosystème qui existait bien avant l'arrivée des Kilcher et qui existerait bien après leur départ. Peut-être que la question ne portait pas sur la fierté humaine ou la tradition familiale, mais sur ce qui était le mieux pour la terre elle-même. Cette intervention a fait évoluer la conversation de manière inattendue. En rappelant à tous qu'ils étaient les gardiens de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que leurs décisions affectaient plus que la dynamique familiale, et les principes personnels, l'aspect conservation de la proposition, a soudain pris du poids. Si le partenariat pouvait réellement protéger la terre du développement, la préserver pour les générations futures, non seulement des Kilcher, mais de toutes les espèces, cela ne correspondait-il pas à ce que Yule avait le plus apprécié? Mais cet argument a également révélé une autre division. Certains pensaient que l'indépendance humaine et la conservation de la terre étaient fondamentalement liées, que l'on ne pouvait pas vraiment protéger la nature sauvage en s'associant à des organisations
et en acceptant leurs règles. La véritable conservation signifiait vivre légèrement sur la Terre, grâce à des pratiques d'autosuffisance, et non pas créer des structures de préservation formelles qui pourraient finalement échouer. D'autres pensaient que les pressions modernes sur la Terre nécessitaient des protections modernes, que les bonnes intentions ne suffisaient pas sans un soutien juridique et financier. Alors que la réunion s'étirait vers sa 4e heure, l'épuisement commençait à se faire sentir. Les arguments avaient été faits et refaits. Les positions étaient claires. Ce qui restait incertain était de savoir si la famille pouvait trouver l'unité ou si cette question les diviserait de façon permanente. Hatz a regardé autour de la table les visages qui reflétaient en le sien de diverses manières. La famille qu'il aimait plus que tout, et il a senti le poids écrasant du leadership. Il a décidé à ce moment-là qu'il annonçait qu'il ne forcerait pas la question. Bien qu'il soit convaincu du bien fondé de la proposition et des arguments pratiques, il reconnaît que sa mise en œuvre face à l'opposition farouche de la famille causerait des dommages qui pourraient ne jamais cicatriser, car le homestead est en fin de compte une affaire de famille d'engagement partagé et de soutien mutuel. Si cela était détruit dans le processus de sauvetage de la propriété physique, la victoire serait creuse. Mais Hatz a également insisté sur le fait que la famille devait proposer de véritables alternatives. Le rejet de son plan était une chose. Il a mis au défi ceux qui s'opposaient au partenariat d'élaborer des stratégies concrètes pour relever les défis financiers, assurer l'avenir de la propriété et veiller à ce que les générations futures héritent de quelque chose de viable plutôt que de fardeaux impossibles à porter. Ce défi a été lancé différemment de sa proposition initiale. Il a mis la responsabilité sur tous et pas seulement sur Hatz. Il a transformé la conversation en passant de l'attaque d'un plan spécifique à l'élaboration de solutions collectives. Ce n'était pas une capitulation, mais un recadrage. En reconnaissant que l'ancien modèle patriarcal où une personne décidait pour tout le monde devait évoluer vers quelque chose de plus collaboratif, la crise immédiate est passée. Mais tout le monde a compris que rien n'était vraiment résolu. Les tensions fondamentales demeuraient. Les questions difficiles concernant l'équilibre entre la tradition et l'aspect pratique, l'indépendance et la durabilité, la vision individuelle et le besoin collectif exigeaient toujours des réponses. La famille Kilcher s'était éloignée du bord de la division permanente, mais elle n'avait pas trouvé de terrain solide. Le conflit de la famille Kilcher représente quelque chose de bien plus grand qu'un homestead en Alaska. Il reflète le défi auquel chaque génération est confrontée, honorer le passé tout en s'adaptant à l'avenir. Alors que cette histoire continue de se dérouler, la question centrale demeure des principes forts. Peuvent-ils coexister avec une évolution nécessaire? Que pensez-vous que les Kilcher devraient te faire partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous? Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des mises à jour sur la façon dont ce moment charnière se résout et ce qu'il signifie pour la dernière famille de la frontière de l'Alaska.